Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une lecture audio du premier chapitre de Ravage, roman de René Barjavel, que nous allons étudier ensemble dans notre séquence. Le roman de René Barjavel est divisé en 4 parties, et la première partie s'intitule Les temps nouveaux. Je vous lis donc le premier chapitre de ce roman. Le chapitre débute par une citation qui dit « Vos gratte-ciel, ils sont bien petits ». Et c'est une citation, une déclaration en tout cas, pardon, que Le Corbusier aurait faite aux journalistes new-yorkais. Et vous pourrez en comprendre le sens avec la lecture de Ravage tout simplement. François Deschamps soupira d'aise et déplia ses longues jambes sous la table. Pour franchir les 200 kilomètres qui le séparaient de Marseille, il avait traîné plus d'1 heure sur une voie secondaire et supporté l'ardeur du soleil dans le wagon tout acier d'un antique convoi rampant. Il goûtait maintenant la fraîcheur de la buvette de la gare Saint-Charles. Le long des murs, derrière des parois transparentes, coulaient des rideaux d'eau sombres et glacés. Des vibreurs corpusculaires entretenaient dans la salle des parfums alternés de la menthe et du citron. Aux fenêtres, des nappes d'ondes filtrantes retenaient une partie de la lumière du jour. Dans la pénombre, les consommateurs parlaient peu, parlaient bas, engourdis par un bien-être que toute phrase prononcée trop fort eût troublé. Au plafond, le tableau lumineux indiquait, en teinte discrète, les heures des départs. Pour Paris, des automotrices partaient toutes les 5 minutes. François savait qu'il lui faudrait à peine plus d'1 heure pour atteindre la capitale. Il avait bien le temps. En face de lui, la caissière, les yeux mi-clos, poursuivait son rêve. Sur chaque table, un robinet, un cadran semblable à celui de l'ancien téléphone automatique, une fente pour recevoir la monnaie, un distributeur de gobelets de plastique et un orifice pneumatique qui les absorbait après usage, remplaçaient les anciens garçons. Personne ne troublait la quiétude des consommateurs et ne mettait de doigts dans leurs verres. Cependant, pour éviter que les salles de café ne prissent un air de maisons abandonnées, pour leur conserver une âme, les limonadiers avaient gardé les caissières. Juchées sur leurs hautes caisses vides, elles n'encaissaient plus rien. Elles ne parlaient pas. Elles bougeaient peu. Elles n'avaient rien à faire. Elles étaient présentes. Elles engraissaient. Celle que regardait François Deschamps était blonde et rose. Elle avait ces traits reposés et cet âge indéfini des femmes à qui les satisfactions de l'amour conservent longtemps la trentaine. Elle dormait presque et souriait. D'un cache-pot de cuivre posé sur la caisse sortait une plante verte ornée d'un ruban grenat éteint. Les feuilles luisantes encadraient, de leur propre immobilité, l'immobilité de son visage. Au-dessus d'elle, au bout d'un fil, se balançait imperceptiblement le cadran d'une horloge perpétuelle. Les chiffres lumineux touchaient ses cheveux d'un reflet vert d'eau et rappelaient aux voyageurs distraits que cette journée du 3 juin 2052 approchait de 7 heures du soir et que la lune allait changer. François Deschamps sentit qu'il allait s'endormir à son tour s'il continuait à contempler la dame blonde. Il bâilla, passa ses doigts écartés dans ses cheveux noirs coupés en tête de loup, se leva, empoigna sa valise et sortit. Sur la porte, la chaleur le frappa de la tête aux pieds. Une automotrice à suspension aérienne entra lentement en gare, vint s'arrêter à la hauteur du panneau qui portait les mots « Direction Lyon-Paris ». Elle rappelait par sa forme élancée les anciens vaisseaux sous-marins. François trouva un siège libre à l'avant du véhicule. Des appareils conditionneurs entretenaient dans le wagon une température agréable. À travers la paroi transparente, les voyageurs qui venaient de s'asseoir regardaient avec satisfaction ceux qui venaient de sortir et qui se pressaient, trottaient, se dispersaient, vers la sortie, vers la buvette, vers les correspondances, fuyaient la chaleur qui régnait sous le hall de la gare. Une sirène ulula doucement, les hélices avant et arrière démarrèrent ensemble, l'automotrice décolla du quai, accéléra, fut en 3 secondes hors de la gare. François avait acheté les journaux marseillais du soir, de la bière dans un étui réfrigérant et un roman policier. Au guichet, il avait reçu, en même temps que son billet, une brochure luxueusement imprimée. La Compagnie Eurasiatique des Transports y célébrait le 30e anniversaire des 3 Glorieuses de remplacement. Âgé de 22 ans, François Deschamps n'avait pas vécu la fièvre de ces 3 jours. Il en avait appris tous les détails à l'école, où les maîtres enseignaient une nouvelle histoire,
sans conquête ni révolution, illustré de visages de savants, jalonnés par les dates des découvertes et des tours de force techniques. Ces trois glorieuses pouvaient être considérées pour l'époque comme un exploit peu ordinaire. Elles constituaient en quelque sorte la charnière de l'âge atomique, marquaient le moment où les hommes, sursaturés de vitesse, s'étaient résolument tournés vers un mode de vie plus humain. Ils s'étaient aperçus qu'il n'était ni agréable, ni au fond utile en quoi que ce fût, de faire le tour de la Terre en 20 minutes à 500 km d'altitude, et qu'il était bien plus drôle, et même plus pratique, de flâner au ras des mottes à 2 ou 3 000 km à l'heure. Aussi avait-il abandonné presque d'un seul coup, tout au moins ce qui concernait la vie civile, les bolides à réaction atomique, pour en revenir aux confortables avions à hélices enveloppantes. Ils avaient dans le même temps redécouvert avec attendrissement les chemins de fer, sur lesquels circulaient encore des trains à roues et à propulsion fusante chargés de charbon ou de minerais. Pour répondre aux désirs des populations, il avait fallu aménager les voies ferrées, remplacer des rails par de la poutre creuse et les convois à roues par des trains suspendus. Car si l'on avait décidé qu'il n'était pas plaisant d'aller trop vite, si l'on criait qu'on avait envie de remonter dans le train comme grand-père, on n'aurait tout de même pas accepté de s'asseoir dans une brouette poussive qui se traînait sur le ventre à 300 km à l'heure. Sur la ligne Nantes-Vladivostok, les plans de remplacement avaient prévu la construction, partout où ce serait possible, de la voie aérienne sur l'emplacement même de l'ancien chemin de fer afin d'utiliser ces ouvrages d'art. D'autre part, il était nécessaire d'éviter une longue interruption du trafic qui eût bouleversé la vie des deux continents. Les ingénieurs firent donc forger d'avance les milliers de kilomètres de l'énorme poutre creuse dans laquelle devaient rouler les poulies de suspension, firent assembler les pièces des millions de potences destinées à la soutenir, imaginèrent et construisirent pour chaque tunnel, chaque viaduc, des moyens spéciaux d'attache de la poutre conductrice. Le tout fut transporté sur place. Des équipes de monteurs spécialistes, entourées de multitudes de manœuvres, s'entraînèrent pendant 6 mois à faire les gestes nécessaires. Quand il ne manqua plus un boulon, quand chaque ouvrier sut exactement quel serait son travail de fourmi dans la tâche gigantesque, des voies de garage absorbèrent tous les trains à roulettes dont ce fut le dernier voyage. Le long de l'immense ruban qui traversait l'Europe et l'Asie, à la même seconde, des millions d'hommes se mirent au travail. Dirigés par des nuées d'ingénieurs et de chefs d'équipe, crispés sur 1000 sortes d'outils rageurs, aidés par des machines gigantesques, broyeuses de rochers, mâcheuses d'acier, encouragés par des haut-parleurs qui leur jetaient des exhortations et des hymnes, éclairés la nuit par des diffuseurs qui continuaient la lumière du soleil, entourés de nuages de vapeur et de poussière, assourdis par le vacarme, coups, chansons, stridulations, ronronnements, hurlements de moteurs, cris poussés en 20 langues différentes par les populations accourues. Ils arrachèrent, plantèrent, boulonnèrent, soudèrent, achevèrent en 3 jours l'édification du chemin de fer suspendu, 9e merveille du monde, qui reliait Nantes et Marseille à Vladivostok. Il se but, pendant ce tour de force, le long de la voie, de l'Atlantique à la mer du Japon, 20 millions d'hectolitres de vin. Un 5e fut absorbé par les ouvriers, le reste par les spectateurs. De cela, la brochure ne parlait point. Des ministres de toutes les nations traversés inaugurèrent la ligne à 600 km à l'heure. Le trafic normal suivit aussitôt. C'étaient bien là 3 glorieuses journées du début de ce XXIe siècle, qui, sa 50e année dépassée, semblait mériter définitivement le nom qu'on lui donnait souvent de siècle premier de l'ère de raison.